Bonjour, je suis diplomate français et historien, spécialiste du monde arabe et notamment de l'Arabie Saoudite, pays sur lequel j'ai écrit récemment, ces dernières années, 5 livres. Alors, la péninsule arabique est un espace immense. L'Arabie Saoudite à elle seule fait 4 fois la France. Donc, l'Arabie saoudite a l'image dans nos esprits depuis au moins Tintin d'un pays entièrement désertique, mais tel n'est pas le cas. La péninsule arabique comprend deux grands déserts, certainement. Le Kharvide, au Al Khali, qui est le désert du désert, et le Nefoud. Mais tout le reste de la péninsule est occupé par les steppes surtout et une grande chaîne montagneuse qui va du nord au sud. Donc l'Arabie saoudite, c'est l'espace central plus les parties nord-ouest de cette chaîne montagneuse. Et vous avez deux grands ensembles géographiques et qui ont des conséquences politiques, bien sûr. Au sud, c'est le Yémen sur la plus haute partie de cette chaîne montagneuse que les anciens appelaient l'Arabie heureuse, et Oman au nord-est de cette chaîne montagneuse. Donc là, Oman est séparé du reste de la péninsule par le Kharvide ou le grand désert dont je parlais tout à l'heure. L'État saoudien actuel est le troisième du nom. En fait, le premier État saoudien est créé au milieu du XVIIIe siècle et dans la seconde partie du XIXe siècle, un second État saoudien a également occupé une grande partie de la péninsule. Donc le troisième, celui que l'on connaît aujourd'hui, a été fondé en 1932 par la dynastie actuellement au pouvoir, mais qui se réclamait déjà d'une vieille tribu originaire du centre de la péninsule arabique, d'une petite oasis appelée El Dereria, qui se trouve actuellement dans la banlieue de Riyad. Cette famille, dans cette petite oasis, a réussi à conquérir toutes les terres qui font actuellement le royaume d'Arabie saoudite, au bout de longues luttes de toutes sortes avec les locaux et bien sûr aussi les puissances étrangères qui s'intéressaient à cette péninsule, à savoir l'Empire ottoman et le Royaume-Uni. La formation de l'État saoudien est intimement liée à l'émergence au XVIIIe siècle d'une version intégriste de l'islam qu'on appelle le wahhabisme ou maintenant le salafisme, puisque le wahhabisme en est une sorte. Voilà, donc la péninsule arabique est traditionnellement une terre partagée entre les Bédouins nomades et les sédentaires. Les sédentaires ont toujours formé la majorité de la population, mais les nomades guerriers ont traditionnellement essayé de fonder des États qui, au gré de l'histoire, en varié. Les luttes intestines étaient proverbiales en Arabie saoudite. Les Saouds ont réussi petit à petit à étendre leur domination du centre de la péninsule vers l'est parce que c'était ce qui était le plus proche et à l'époque le plus convoité parce que les rives du Golfe étaient un espace d'échange important. Ensuite, les Saouds ont voulu se déployer à la fois vers le nord, c'est-à-dire vers l'Irak, et le sud, à savoir le Yémen, qui étaient aussi deux autres pôles économiques. Et ils y sont parvenus à partir du début du XXe siècle. Et la dernière
enfin, le dernier rival de la famille Al Saoud, c'était toute la partie ouest de la péninsule qui formait le royaume du Hijaz. Le Hijaz était le premier pays arabe indépendant en 1916, donc avant la création de l'Arabie saoudite. C'est important cette terminologie parce que le Hejaz était un royaume, à savoir donc le royaume, c'est politiquement, c'est quelque chose de centralisé et qui correspond en gros à ce qu'on connaît en Europe. Il y a beaucoup de royaumes de par le monde. Donc le Hejaz était un petit peu sur la norme internationale. Par contre, les Saouds n'étaient pas du tout arrivés à ce point de cristallisation politique et c'était en gros un sultanat. Le mot sultanat est d'ailleurs assez récent. On parlait plutôt d'émirats. Les Bédouins considéraient les chefs saouds comme des primus inter pares, c'est-à-dire des Bédouins comme eux, mais qui étaient plus puissants. Et donc, ils avaient considéré le chef comme leur émir. Hein. Il y a des émirats encore jusqu'à présent. Et si bien que lorsque la dynastie saoud parvient en 1925 à déloger le royaume du Hijaz de la Mecque et de Médine, eh bien, ils deviennent un royaume. Ils donc, unifient le sultanat du Nejd, qui est la partie centrale de l'Arabie, avec le royaume du Hejaz. Et puis, à la fin, en 1932, à la fin de la conquête, puisqu'il est resté encore une partie du sud à conquérir, eh bien, le tout prend le nom de royaume d'Arabie Saoudite, fait référence à la tribu donc des Al Saoud. Al, ça veut dire les gens des Saouds. Saoud étant un prénom au départ. Et cette unification se produit dans un contexte international marqué par la chute de l'Empire ottoman à la suite de la Première Guerre mondiale, sous la pression britannique essentiellement, puisque le Royaume-Uni était à l'époque la plus grande puissance mondiale, et avec un allié qui était le Hijaz, justement. Les Britanniques et les Français, qui également étaient intéressés par le Moyen-Orient, ont promis au roi du Hijaz, le shérif Hussein bin Ali de la Mecque, une alliance contre les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale, puisque les Ottomans étaient bien sûr alliés à l'Allemagne, une alliance qui déboucherait sur la création d'un grand royaume arabe dont les frontières n'ont jamais été précisées ni par les Britanniques ni par les Français qui, au contraire, ont passé un accord secret qui s'appelle l'accord Sykes-Picot pour dépecer l'Empire ottoman. C'est ça qui les intéressait, bien sûr. Et les ambitions du shérif de la Mecque, au contraire, contredisaient leur plan. Donc, le shérif de la Mecque a lutté avec les Français et les Britanniques contre les Ottomans, ce qui était une aide assez conséquente dans les conflits, dans les combats au Moyen-Orient à l'époque. Mais à la fin de la guerre, elle s'est retrouvée trahie. Et les Britanniques ont récupéré ses fils pour les mettre sur les trônes d'abord de la Transjordanie, qui est devenue la Jordanie, puis de la Syrie et enfin de l'Irak. Mais la Mecque et toute sa région, c'est-à-dire le Hijaz, est resté indépendant pour peu de temps, puisque les Saouds, qui étaient plus forts militairement, ont réussi donc à conquérir ces territoires que les Britanniques ont laissé tomber, puisque le royaume du Hejaz n'était pas très intéressant à l'époque du point de vue économique ni stratégique pour le Royaume-Uni. Il était préférable de concentrer les moyens sur les Émirats du Golfe.
et le roi Hussein ayant refusé la proposition de protectorat britannique par rétorsion après cette trahison britannique et surtout par un refus de l'attribution d'une partie de la Palestine à un foyer juif, eh bien, le roi Hussein et ses fils se sont retrouvés seuls face à une puissance supérieure, ce qui a amené donc à l'unification de toutes ces terres, comme je vous l'ai dit, en décembre 1925. Effectivement, ils ont toujours voulu s'étendre et jusqu'à présent, le Conseil de coopération des pays arabes du Golfe qui regroupe donc autour de l'Arabie Saoudite cinq petits pays, c'est une organisation régionale déséquilibrée puisque l'Arabie Saoudite est bien plus puissante que ses voisins. Mais si l'Arabie n'a pas pu s'étendre plus que ce qu'elle est parvenue à faire donc jusqu'en 1932, c'est en premier lieu à cause des Britanniques, parce que à l'époque donc les Britanniques voulaient conserver la domination des rives du Golfe, si bien que ils ont empêché les Saoudiens d'investir le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et ce qui est maintenant les Émirats arabes unis. Et au nord, donc les Britanniques avaient une influence déterminante sur les royaumes hachémites à l'époque de Jordanie et d'Irak. Donc, en gros, les Saoudiens étaient cernés. Le seul endroit qu'ils auraient pu éventuellement occuper, c'est le Yémen, mais l'histoire l'a prouvé, le Yémen, un peu comme l'Afghanistan, est imprenable, hein. C'est un pays et qui est protégé par ses montagnes, si bien que les Saoudiens ont réussi à investir la partie nord du Yémen, tout à fait au nord, donc qui étaient des plaines, hein, les villes de Najran et de Jizan, mais ne se sont pas attaqués aux montagnes car c'était absolument impossible. Voilà, alors le régime, l'Arabie Saoudite est un des pays les plus stables du monde et sa dynastie est au pouvoir depuis, comme je l'ai dit, la moitié du XVIIIe siècle. C'est paradoxal puisque en même temps c'est un pays extrêmement pauvre. Alexandre Dumas qui écrivait beaucoup sur l'Arabie au milieu du XIXe siècle le décrivait comme le pays de la famine. Eh bien, c'était un malheur, mais aussi un avantage, puisque il attirait fort peu. C'est une des régions, une des rares régions du monde à avoir échappé à la colonisation. Donc, premier atout pour un pouvoir local, c'est de ne pas être l'objet de convoitises extérieures jusqu'à récemment. Récemment, c'est quand? C'est 1939, puisque c'est à l'époque que les premières découvertes pétrolières dans l'est du pays ont changé du tout au tout le paysage que je viens de décrire. Et donc les Saoudiens sont devenus au contraire très convoités, si bien qu'ils ont à l'époque essayé de trouver des protecteurs. Les protecteurs, ce sont les Américains bien sûr, jusqu'à très récemment. Et grâce à cette protection, l'Arabie saoudite a connu également une stabilité. Ça, c'est donc pour le paysage géopolitique. Maintenant, pour le paysage intérieur, donc la péninsule arabique était jusqu'à très récemment, si l'on prend l'histoire à longue, le domaine de l'anarchie. L'anarchie, donc les luttes incessantes entre les tribus d'une part et entre les nomades et les sédentaires de l'autre, si bien que c'était un équilibre instable.
Mais la constitution de l'État, une notion qui était tout à fait étrangère, donc bien sûr à cette anthropologie politique traditionnelle, a consisté pour les dynastes saoudiens qui se sont succédés à détruire la société bédouine, hein. On décrit habituellement l'Arabie comme un État bédouin. Au contraire, c'est un État contre les Bédouins parce que les Bédouins sont essentiellement anarchiques. Ils n'ont pour loi que celle de leur tribu. Or, la centralisation de l'État a consisté à, à transmettre cette anthropologie politique à quelque chose de moderne, c'est-à-dire une allégeance à un pouvoir central. Alors, il l'a fait dans un style tout à fait conforme à la sociologie locale, c'est-à-dire donc l'échange de l'allégeance contre la sécurité et le bien-être. Et jusqu'à présent, ça a marché, plus récemment grâce à la rente pétrolière évidemment, mais en gros donc la stabilité de la dynastie saoudienne, qui est tout à fait remarquable, est liée à ce contrat non écrit entre des habitants qui n'ont pas qui n'ont jusqu'à très récemment qu'un très faible sentiment d'appartenance nationale, mais qui ont compris que la prospérité et la sécurité en Arabie étaient liées à cette famille. Donc cette famille régnante a eu l'intelligence de faire de donner une interprétation de l'islam qui est en sa faveur et qui permet également la soumission. Bon, et puis le dernier facteur qui explique tout cela, c'est la démographie qui était très faible, hein. Donc, s'il y avait eu, bien sûr, une démographie beaucoup plus forte, il y aurait eu une lutte plus âpre pour le partage du surplus. Jusqu'à présent, donc, ça n'a pas été le cas puisque, au contraire, donc, la démographie était très, très, très faible. Maintenant, l'augmentation du surplus permet également une répartition assez importante. Enfin, l'État-providence en Arabie Saoudite fonctionne très bien. Alors, l'Arabie était, enfin, à l'époque, était neutre. Disons que les Saoudiens ont essayé de tirer leur épingle du jeu le mieux possible, considérant que ce conflit ne les concernait guère, hein. C'est un peu comme pour l'Ukraine actuellement. Donc, les Saoudiens, en fait, avaient pour objectif de tirer les marrons du feu en voyant que les Anglais, petit à petit, avaient le dessus au Moyen-Orient, en tout cas, et puis ensuite sur la scène internationale grâce à l'intervention américaine. Et ils ont et ils ont fini par déclarer la guerre à l'Allemagne, mais au printemps 1945. Donc, c'est un petit peu sur le retard, mais ça leur a permis d'être dans le camp des vainqueurs. Et je dis bien les vainqueurs au pluriel parce que Ibn Saoud a eu l'intelligence politique de comprendre que cette guerre marquait le début de l'ascendant américain sur le Royaume-Uni. Et donc, alors que le Royaume-Uni était encore la première puissance mondiale, il a tissé dès 1945 une alliance avec les États-Unis. Oui, l'Arabie était très inquiète et la fameuse rencontre du roi Ibn Saoud avec le président américain Roosevelt sur le bateau de guerre Quincy dans le canal de Suez en 1945, donc à la sortie de
enfin vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne s'est pas conclu par un accord, comme beaucoup l'ont écrit, qui consistait à échanger pétrole contre sécurité. Non, au contraire, la discussion a porté sur la Palestine. Les Saoudiens essayant de convaincre, enfin Ibn Saoud essayant de convaincre Roosevelt que il ne fallait pas créer une nouvelle injustice en permettant la création d'un État juif aux dépens des Palestiniens, mais qu'il valait mieux le mettre en Allemagne, puisque c'était là qu'était survenu le génocide. Donc, l'alliance américano-saoudienne a toujours été paradoxale, puisque les Saoudiens, en fait, ont toujours été opposés à la politique américaine hein, depuis cette date-là, mais aussi, par exemple, ils se sont opposés à l'invasion de l'Irak. Donc, c'est une constante. Mais la faiblesse de l'Arabie saoudite, qui était très convoitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause du pétrole, l'a entraîné à avaler les couleuvres américaines jusqu'à récemment. Maintenant, c'est en train de changer. Alors, le pouvoir traditionnel chez les Bédouins d'Arabie est organisé de manière adelphique, comme on dit. C'est-à-dire que, d'une part, l'émir n'est que le primus inter pares. C'est pas quelqu'un qui a un pouvoir qui peut être divin, par exemple, comme l'a orienté l'ancien régime ici, ou bien qui est produit d'une élection, etc. Non, ça peut être toujours remis en cause par l'entourage. L'important, c'est qu'il soit fort et généreux. Dans ces cas-là, ça marche. Donc, le pouvoir n'est pas absolu. Et il est d'autant moins qu'il est partagé au sein de la famille nucléaire. Les frères partagent en général les décisions. Et c'est ce qui s'est passé régulièrement donc dans toute la péninsule arabique. Alors, avec l'exception du roi Ibn Saoud, qui était tout à fait exceptionnel et qui avait un tel prestige qu'il a réussi à non seulement donc créer un pays, mais aussi à transgresser cette tradition et donc à nommer son fils comme successeur. Mais le fils en question, Saoud, n'avait pas du tout les qualités de son père et en plus, son père avait eu une quarantaine d'enfants, donc c'était plus compliqué de lutter. La lutte était inégale, si bien que le mode de succession adelphique était rétabli jusqu'à très récemment en Arabie Saoudite. Donc tous les frères et demi-frères de Saoud qui lui ont succédé avec le problème que donc le frère actuel, qui est le roi Salman, est très âgé et est incapable de gouverner seul. C'est la raison pour laquelle lui-même donc a fait un petit peu comme le roi Ibn Saoud, c'est-à-dire a imposé son fils, qui ne lui a pas encore succédé, hein, ceci dit, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, mais qui est bien sûr le prince héritier, premier ministre actuellement, et qui a toute chance de succéder à son père pour passer donc à la troisième génération. En fait, après, bien sûr, le roi Ibn Saoud. En fait, le mouvement avait déjà été amorcé lors de la promulgation de ce qu'on appelle la loi fondamentale en 1992 par le roi Fahd, et qui avait déjà prévu une continuité de la dynastie. Donc, mais sur le long terme, parce que en 1992, ça aurait été tout à fait prématuré. Il y avait une lutte entre les clans, c'est-à-dire entre les demi-frères parmi les fils du roi Ibn Saoud qui étaient féroces.
L'Arabie saoudite est très en retard du point de vue politique. La réflexion politique, c'est vraiment un pays à part. La colonisation dans le monde a bien sûr eu beaucoup d'effets pervers. Même ouais, l'essence de la colonisation est perverse. Mais elle a permis ce qu'on appelle la modernisation, qui est en fait au départ une européanisation et maintenant une américanisation. L'Arabie saoudite est restée en dehors de tout cela parce que c'était un pays à part. Si bien qu'elle a vu avec un effarement total les avancées du panarabisme à partir de 1952, donc le coup d'État des officiers libres en Égypte, et puis l'anti-impérialisme qui gagnait toutes les masses arabes dans le Moyen-Orient comme ailleurs, et y compris parmi la population saoudienne la plus éduquée à l'époque. Donc les Saoudiens qui se sentaient très vulnérables et qui est vraiment n'avaient guère de conscience de la modernité, se sont ligués contre ce mouvement et ont pris la tête des conservateurs, et qui étaient appuyés par les Occidentaux. Les Occidentaux, les Américains surtout, se fichant pas mal de la teneur du régime. L'important pour eux était que ces régimes garantissent la stabilité des flux pétroliers. Donc, les Saoudiens ont commencé à lutter contre l'influence des Égyptiens. Et ça s'est mal terminé puisque à un moment donné, une révolution au Yémen a renversé la monarchie alliée à l'Arabie saoudite pour une république de style justement nassérienne. Et donc les Saoudiens ont essayé de rétablir la royauté. Du coup, les Égyptiens ont envoyé leur armée pour appuyer la nouvelle république yéménite. Et une guerre s'en est ensuivie, qui n'a fait que des perdants, puisque pendant à peu près 5 ans, les deux pays, Arabie Saoudite qui à l'époque n'avaient guère de moyens, vous savez, bien sûr les exportations de pétrole ont commencé au début des années 50, mais le temps que ça percole dans toute l'économie, qui était extrêmement arrière, et c'était un des pays les plus arriérés du monde, en fait, faut attendre les années 70 pour que l'Arabie saoudite devienne un pays riche, disons, en gros, après le premier choc pétrolier, puisque jusqu'en 1973, les prix du pétrole étaient très bas, puisque les Occidentaux avaient réussi à le maintenir à des niveaux ridiculement bas. Donc, les deux pays se sont épuisés, puis après la guerre des 6 jours en 67, l'Égypte a retiré son armée et un espèce de compromis a permis à la République yéménite de subsister en échange d'un traité de bon voisinage avec l'Arabie saoudite. Parmi ces pays, il y en a trois qui ont une épaisseur historique importante, et donc l'indépendance n'a pas changé grand-chose, simplement parce que la domination britannique n'était pas directe. Il n'y a jamais eu de colonisation de peuplement, par exemple. Donc, il s'agit du Koweït, de Bahreïn et de Oman, qui ont toujours été gouvernés, enfin, depuis plusieurs siècles, par une dynastie. Si bien que les dynasties ont poursuivi donc leur domination après l'indépendance, avec évidemment cette fois un pouvoir étendu aux relations extérieures, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour les Émirats arabes unis et le Qatar, c'est autre chose. Là, c'était des pouvoirs beaucoup plus faibles, sauf peut-être, oui, l'Émirat de Ras Al Khaimah, qui est un des 7 Émirats de la Fédération des Émirats arabes unis.
Donc, tous ces petits émirats, justement, puisqu'ils étaient trop petits, ont essayé de se regrouper pour avoir une taille un peu plus critique face à l'Arabie Saoudite et même aux voisins omanais qui étaient bien plus grands qu'eux. Le Qatar a fini par dire non, et pour des raisons géographiques, mais aussi dynastiques. Et donc, les Émirats arabes unis sont retrouvés à 7 alors qu'ils devaient être 8. Ils avaient même essayé d'inclure le Bahreïn, ça aurait fait 9, mais le Bahreïn était beaucoup plus peuplé et beaucoup plus avancé, c'est impossible. Donc, les Émirats arabes unis se sont regroupés et ont fini par être une puissance qui compte, grâce au pétrole, évidemment. Et le Qatar était vraiment le petit poussé, petit dernier. C'était un pays qui était le plus pauvre, le moins peuplé de tous, jusqu'à l'exploitation du gaz qui est très, très, très récente. Il n'y avait presque personne, il n'y a aucune oasis au Qatar, contrairement aux autres pays. Et il n'y avait donc que des tribus qui nomadisaient entre l'Arabie et le Qatar, plus des pêcheurs. Donc, c'était vraiment le parent pauvre de la côte. Ça a bien changé. Alors, le plus avancé de ces Émirats, c'est Dubaï, qui très tôt a copié le modèle de Singapour pour s'internationaliser, avec une rente pétrolière assez faible et donc un leadership visionnaire qui a tout misé sur la position géographique pour en faire un hub. Donc, hub régional, avec notamment donc Dubaï devenant la porte de l'Iran, et international à mi-chemin entre l'Europe et l'Asie. Donc, les grandes familles de Dubaï sont des familles commerçantes inscrites dans la mondialisation. Ensuite, bien sûr, le pétrole de l'Émirat d'Abu Dhabi a mis tout le monde d'accord avec la redistribution entre les 7 Émirats. La fédération des Émirats arabes unis s'est peu à peu centralisée. Maintenant, elle est devenue un pays centralisé, bien que encore faire certaines prérogatives de chacun des Émirats en face, disons, une confédération plutôt qu'une fédération. Qatar, c'est le dernier venu, puisque il y avait un peu de pétrole à Qatar, mais c'était assez faible. C'est le gaz qui a fait la richesse de Qatar beaucoup plus tardivement, avec un Qatar qui a copié le modèle des Émirats, hein, surtout donc l'architecture du Dubaï et la gestion de la rente à Abu Dhabi. Donc le Qatar a essayé de s'affirmer alors qu'il était le dernier venu. Le Qatar était connu comme n'étant pas connu, hein. C'est-à-dire qu'il avait pas d'histoire et très peu de géographie. Donc, il était difficile pour le Qatar de s'insérer dans le jeu qui était déjà en place. Alors, il a essayé de prendre le contre-pied donc des Émirats pour s'en différencier alors qu'il le copiait, et surtout d'échapper à son voisinage. Historiquement, le Qatar est lié à Bahreïn. Bahreïn était le suzerain en gros de Qatar. Et du point de vue humain et religieux, il était lié à l'Arabie Saoudite puisque c'est le seul autre pays wahhabite. Donc les Saoudiens étaient très attentifs à ce que le Qatar ne fasse pas cavalier seul. Alors, il y a eu une réaction qui est assez euh, compréhensible, c'est que le Qatar, pour s'affirmer, a pris systématiquement le contre-pied de ses voisins, donc à la fois de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite et des Émirats, ce qui a déplu. Et donc, elle a pris, c'était donc du temps de l'émir, du père de l'émir actuel, et donc
elle a pris le contre-pied de toute leur politique, notamment en s'alliant aux frères musulmans, donc turcs et à la Turquie. L'Iran a toujours été le poids lourd du Golfe, avec une population bien supérieure à celle de l'Arabie et une cohésion, une dynamique nationale sans égale dans la région. Si bien que l'Arabie était toujours très attentive aux ambitions iraniennes. Avant même la révolution, hein, le Shah était considéré comme le gendarme du Golfe. Et l'Arabie s'appuyait sur l'Irak pour essayer de contrebalancer cette puissance, donc de façon, en gros, trouver un équilibre précaire entre trois poids lourds du Golfe, Iran, Irak et Arabie. Bon, l'Irak, bien sûr, a disparu de la circulation et actuellement l'Arabie saoudite se retrouve face à une puissance iranienne qui l'inquiète beaucoup. Mais dès 79, lors de la Révolution, le changement de régime en Iran n'a pas du tout changé les ambitions iraniennes, puisque en fait c'était une prolongation du nationalisme iranien, mais selon un mode qui utilisait la religion, qui la mettait au service de la politique. Et c'était dans un contexte général où après la déconfiture de l'arabisme, l'islamisme, c'est-à-dire l'islam politique, était vu par les peuples du Moyen-Orient comme la solution. C'était le grand slogan de l'époque, l'islam est la solution. En fait, on a bien vu que c'était pas le cas, mais à l'époque, tout le monde y croyait et les cœurs battaient au rythme de la révolution iranienne. Les Saoudiens étaient inquiets puisqu'ils avaient une forte minorité chiite, à peu près, selon l'estimation, entre 7 et 10% de la population. Les chiites saoudiens, en fait, n'ont jamais été attirés par l'Iran. Vous savez, il y a deux grandes écoles. Chez les chiites, il y a ce qu'on appelle Marjaria. Les chiites saoudiens sont rattachés à celle de l'Irak, Najaf. Par contre, les Iraniens, avec le Velayat al-Faqih, n'ont jamais gagné vraiment de partisans en Arabie. Mais il n'empêche que, comme les chiites étaient considérés comme des musulmans de deuxième zone, ou bien carrément considérés par les wahhabites saoudiens comme suspects, on avait peur que les Iraniens utilisent une partie de la population saoudienne pour déstabiliser le pays. Et avec ensuite la montée du danger en Afghanistan, les Saoudiens, après l'invasion de l'Union soviétique, les Saoudiens ont craint qu'il y ait une déstabilisation totale de toute la région et se sont alliés aux Américains pour contrer les soviétiques en Afghanistan, ce qui débouchait sur Al-Qaïda, mais c'était pas c'était pas voulu au départ. Et ensuite, lutter avec les Irakiens contre la révolution iranienne, c'est l'Arabie saoudite qui a subventionné la guerre de l'Irak contre l'Iran. Bien mal lui en a pris, puisque les Irakiens, au sortir de cette guerre, étaient tout à fait ingrats et ont tenté de se retourner vers le sud après avoir été déconfits à l'est et donc ont envahi le Koweït. Alors, en 79, à l'intérieur de l'Arabie saoudite, le coup de semonce, c'était la tentative de Juhayman el-Otaibi, qui est un, un ressortissant, un jeune issu d'une tribu typiquement bédouine de l'Arabie saoudite, de prendre d'assaut la grande mosquée de la Mecque. Avec des partisans, il a réussi et les Saoudiens là sentent que leur trône vacille, puisque vous savez que
bien sûr, la légitimité de la dynastie saoudienne repose en grande partie sur le fait qu'elle est la gardienne des lieux saints de l'islam, à savoir la Mecque et Médine. Donc, les Saoudiens font appel au GIGN français pour déloger euh, les jeunes qui s'étaient retranchés dans la grande mosquée de la Mecque. Tout ça a fini dans un bain de sang, mais a permis donc de sauver la dynastie saoudienne, qui ensuite a été a choisi de renforcer le caractère religieux du pays parce que l'accusation de Jaimen al-Otaibi et de ses partisans était que les Saouds avaient complètement dévié de leur promesse de suivre la religion, et ils n'avaient pas forcément tort puisque la dynastie avait beau s'être alliée à des intégristes qui étaient les Wahhabites, elle menait une vie qui n'avait absolument rien de religieux. Bien au contraire, c'est bien que le retour de bâton de la révolution iranienne, puis de cet investissement de la grande mosquée de la Mecque en 1979, ça a été ce qu'on a appelé en Arabie Saoudite l'hiver wahhabite, c'est-à-dire que de 79 à l'arrivée de Mohammed Ben Salman aux affaires en 2016, donc, on a eu une vague intégriste qui a en gros permis aux Saoudiens d'ériger un bouclier contre le terrorisme d'inspiration islamique et a bloqué l'évolution de la société avec des conséquences tellement dommageable que la jeunesse saoudienne s'est révoltée pacifiquement, mais donc a, a, a- a donné en gros carte blanche enfin, l'équipe au pouvoir actuel pour déwahhabiser le pays, c'est-à-dire donc sortir le pays de son intégrisme. C'est la panique. Les Koweïtiens sont les premiers en fait euh, euh, à se sauver. C'était sauve qui peut. La famille régnante s'exile un petit peu partout, notamment en Égypte. Et les autres pays ont un seul recours, c'est les Occidentaux, donc avec les chefs de file américains, mais aussi d'autres pays, notamment le Royaume-Uni et la France, pour déloger cette dame. Et bien sûr, euh, enfin, les raisons de ce qu'on a appelé sur place cette invasion occidentale, parce que c'était sans précédent hein, sur la terre d'Arabie Saoudite, c'était le pétrole. À l'époque, tous ces pays-là, y compris en particulier les États-Unis, étaient très dépendants des flux pétroliers. Maintenant, c'est plus du tout le cas pour les Américains qui sont au contraire devenus exportateurs. Mais à l'époque, la mainmise de Saddam sur les gisements pétroliers du Koweït et puis ensuite éventuellement des autres pays du Golfe était considérée comme inacceptable. Alors, c'est une loi fondamentale et non une constitution, hein. La constitution, ouais, théoriquement, en Arabie, c'est le Coran et la Sunna, c'est-à-dire donc la version majoritaire de l'islam, le sunnisme, par opposition au chiisme et au kharidjisme. Donc, ce n'est pas non plus une constitution parce que c'est un texte octroyé. Il n'y a pas eu de processus constitutionnel qui a débouché sur ce texte. Donc, c'est une loi fondamentale qui régit tout de même, à peu près comme une constitution, le fonctionnement institutionnel du pays.
En fait, le roi Ibn Saoud l'avait promise dès les années 1930. Le roi Faisal a réitéré la promesse et jamais rien n'est venu parce que l'anthropologie politique n'était pas mûre pour cela. En gros, l'Arabie saoudite fonctionnait jusqu'à la fin des années 80 comme une affaire privée, hein. C'était donc difficile de partager, par exemple, le budget du porte-monnaie personnel du roi. Il était très compliqué de mettre de l'ordre là-dedans, bien qu'il est indispensable de le faire pour adapter l'Arabie saoudite au monde d'aujourd'hui. Et beaucoup des cadres éduqués qui ont essayé de faire de l'Arabie un partenaire international qui soit respecté par les autres, ont demandé et on finit par obtenir en 92 cette loi fondamentale. C'est pas un hasard qu'elle vienne en 92, c'était parce que justement après 91, l'Arabie saoudite avait tellement été mise en danger par cette invasion du Koweït qu'il lui fallait se normaliser. En gros, c'est la première étape de la normalisation qui maintenant est passée à la vitesse supérieure avec une normalisation de toutes d'à peu près tout. Donc, cette loi fondamentale était une façon pour l'Arabie de passer de l'État tribal à ce qui peut ressembler à un État-nation. En gros, c'est un processus encore en cours. Ibn Saoud a créé un État et l'équipe au pouvoir actuellement met sur pied une nation. Entre les deux, donc, il y a le passage de l'État à la nation. C'était quasiment impossible au départ parce que la sociologie bédouine était contre l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour eux, la seule allégeance, c'était au chef et non pas à une géographie quelconque, par exemple. Il n'y avait pas de notion de frontière hein, pour les Bédouins. Il n'y avait que les liens d'allégeance qui pouvaient marcher. Donc, comme les Bédouins sont bien sûr pour la plupart nomades, les allégeances étaient très changeantes. Et d'autre part, les Bédouins en question étaient musulmans. Et pour les musulmans, en tout cas pour les plus intégristes, parmi eux qui étaient les Wahhabites, il n'y avait pas non plus d'allégeance autre que, bien sûr, l'allégeance de tous les jours à la tribu, à une autre autorité que celle de Dieu. L'allégeance à un État, c'était très mal vu et jusqu'à très récemment, il n'y avait pas de fête nationale en Arabie Saoudite parce que les religieux considéraient qu'il n'y avait pas de nation. La seule nation dont il parlait, c'était de la nation islamique, c'est-à-dire tous les musulmans. Donc tout ça, c'était vraiment quelque chose qui pouvait pas marcher dans le concert des nations, donc dans le système international, si bien que la loi fondamentale a permis un grand pas vers le passage de l'État à la nation, mais elle était insuffisante, tout à fait insuffisante et il est probable que cette loi fondamentale soit modifiée dans les années à venir parce qu'il faut vraiment passer à quelque chose de plus normé. Le printemps arabe a touché tous les pays arabes où il y avait une population nombreuse, ou presque. Alors, notamment en Arabie Saoudite, les poids lourds démographiques, c'est le Yémen et Bahreïn. Il est étonnant que ce soit là que les gens se soient révoltés et pour
Le Bahreïn, ça s'est terminé assez vite à cause de la répression donc, promu par l'Arabie Saoudite. Par contre, au Yémen, c'est pas encore terminé puisque en fait le contre-coup du printemps arabe au Yémen, c'était la prise du pouvoir par les Houthis qui actuellement donc enfin, sont en guerre civile avec donc bien sûr les opposants. Ça a débouché également sur un échec au Yémen, mais la situation n'est pas stabilisée. Dans les autres pays, il y a eu quelques essais de manifestations, surtout au Koweït, mais aussi en Oman et en Arabie Saoudite. Mais ces pays, Oman et l'Arabie Saoudite, sont des pays largement dépolitisés à cause donc d'abord d'une faible démographie et surtout de la redistribution de la rente, hein, qui anesthésie en gros les contestations. Il y a eu des contestations, mais c'était dans les années 50. Du point de vue politique, les printemps arabes n'ont eu aucun impact dans ces pays-là. Par contre, l'impact sur la société et sur sa culture a été déterminant, hein. D'ailleurs, dans les autres pays où le printemps arabe s'est développé, ça a été aussi souvent le cas, notamment en Égypte, avec un échec politique, mais une évolution culturelle remarquable. L'Arabie saoudite a été touchée très tardivement, puisque les printemps arabes ont commencé en 2011 et que ce qu'on peut appeler le printemps culturel saoudien ne date que de fin 2015. Mais la restructuration actuelle de l'ensemble du paysage politique, économique et social en Arabie saoudite est essentiellement un phénomène culturel, hein. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la movida saoudienne. L'Arabie saoudite vit actuellement ce que l'Espagne a vécu après la mort de Franco, c'est-à-dire un bouleversement culturel impulsé par les jeunes générations qui est enfin, guidé par les mêmes idéaux ou les mêmes ambitions que les printemps arabes de 2011. Oui, le Qatar est pour la démocratie, sauf chez lui. Parce que quand on a une population extrêmement peu nombreuse, il est facile enfin, il est pas facile, mais enfin, il est possible de contenter la plupart quand on a une telle rente énergétique. Les Qatariens ne prenaient guère de risques à soutenir les printemps arabes à l'extérieur, puisque de toute façon, leur population était très peu sensible aux demandes de changement politique parce que tout simplement, ils sont contents de leur sort. Les Qatariens sont des gens heureux, en gros. Si bien que les Qatariens, qui avaient, enfin, pas les Qatariens, hein, c'était surtout le père de l'émir actuel, qui avait une fibre arabiste et qui, en plus, était proche des frères musulmans, avait donc enfin, les moyens de soutenir les révolutions arabes, surtout en Égypte. En fait, c'était bien sûr le pays arabe le plus important à l'époque. Et donc, ça a beaucoup dérangé ses voisins parce que eux, ils étaient au contraire avec une population nombreuse qui aurait pu poser des problèmes au gouvernement en place. C'est surtout Bahreïn, mais même en Arabie Saoudite, et pourquoi pas aussi non, non, pas aux Émirats. Aux Émirats, c'est le même paysage qu'à Qatar. Il n'y a pas eu de mouvement social.
Donc, les Houthis, qui sont une famille originaire du nord du Yémen, prennent le pouvoir à Sanaa après après l'échec du printemps arabe, qui était une révolution contre le président yéménite Ali Abdallah Saleh. Et après avoir réussi, ils essayent de conquérir l'ensemble du pays, y compris le sud et les grands pétroliers yéménites. À l'époque, les Houthis étaient opposés à l'Arabie saoudite, puisque l'Arabie saoudite soutenait les autorités yéménites, donc reconnues internationalement. Et ils avaient une force militaire qui était considérée comme enfin très modeste. Mohammed Ben Salman venait d'arriver au pouvoir et il avait un problème d'affirmation vis-à-vis de toute sa famille. Il était un peu comme le vilain petit canard dans sa famille, donc il fallait qu'il montre sa force. Et il a eu la tentation de le faire au Yémen. C'était une tactique. Pourquoi à ce moment-là? Parce que les Américains, à l'époque c'était Obama qui était au pouvoir, avaient décidé de se désengager sur le plan sécuritaire de la péninsule arabique. Les réflexes en Arabie saoudite, c'était depuis des décennies de sous-traiter la sécurité aux Américains. À partir du moment où les Américains ne voulaient plus s'occuper de sécurité, il fallait qu'ils prennent les choses en main. Et les Saoudiens, plutôt Mohammed Ben Salman à l'époque, a décidé de prendre les Américains au mot et s'est lancé dans une aventure au Yémen qu'il pensait courte. Et il n'avait probablement pas tiré les leçons de l'histoire, puisque dans l'histoire, personne n'est jamais arrivé à s'imposer au Yémen. C'est la raison pour laquelle les Saoudiens sont intervenus. Mais il faut bien se rappeler que, d'une part, ils n'ont jamais envahi le Yémen, heureusement pour eux, parce que leur armée aurait été certainement très mal employée dans les montagnes yéménites. Hein, c'est une intervention aérienne uniquement. Et d'autre part, les Saoudiens sont venus en appui aux autorités légitimes du Yémen. Et donc, en fait, la guerre a commencé avant l'intervention saoudienne. C'est pas les Saoudiens qui ont provoqué la guerre civile yéménite. Et ils n'ont pas été les seuls à intervenir, puisque les Émiriens également sont intervenus au même moment. Mohamed Ben Zayed est un dirigeant très charismatique dans son pays, car il a pris le relais du fondateur, le Cheikh Zayed, son père, et il est extrêmement ambitieux. Et il a dû, pour s'imposer, être très bon politique, et il a mis des années à s'imposer face à notamment son frère aîné, et c'est une leçon de pouvoir que MBS a admiré lorsqu'il était au début tout à fait un outsider. Hein. Je vous rappelle que n'est devenu prince héritier que en troisième un troisième choix, hein, le premier prince héritier à l'avènement de son père, le roi Salman actuel. Le premier prince héritier, c'était Moukrin. Et ensuite, c'était Mohamed Ben Naïf. Donc, il a lutté pour devenir ce qu'il est actuellement. Il avait fort à faire, et il a écouté les conseils de Mohamed Ben Zayed, l'émirien, et qui est devenu son mentor en quelque sorte.
ils ont, si bien que c'est une façon pour les deux pays, l'Arabie Saoudite et les Émirats, du point de vue politique, de s'imposer en tant que bloc jusqu'à présent. C'est pas jusqu'à présent, mais jusqu'à très récemment, ces deux pays étaient mineurs. L'Arabie Saoudite est maintenant membre du G20. Les Émirats Arabes Unis ont également une importance économique et ont acquis une dimension économique mondiale. Donc, on a abouti, on est arrivé depuis, disons, le milieu de la décennie précédente, depuis environ 2015, à ce que là-bas on appelle le temps du Golfe. C'est-à-dire que traditionnellement, les pays arabes, le monde arabe était dominé par l'Égypte et ensuite par l'Irak. Le Golfe était secondaire parce qu'il était peu peuplé, manquait de cadres et manquait d'ambition autonome. Ils avaient en gros choisi l'Amérique comme sponsor. Maintenant, non, bien, il y a une affirmation qui est une affirmation avant tout saoudo-émirienne. Hein. Les deux pays s'affirment simultanément. Maintenant, ça amène une concurrence entre les deux. Et le Golfe est devenu le centre du monde. Le Qatar a tenté de s'affirmer à partir de la hausse de la rente gazière, donc très récemment, parce que il ne trouvait pas sa place dans un système que je viens de décrire, qui est dominé par une Arabie Saoudite qui applique à la péninsule arabique un succédané de la doctrine Monroe, hein, donc qui, bien sûr, est valable en Amérique, avec les États-Unis qui contrôle le reste du continent. Et maintenant, les Émirats qui sont devenus les numéros 2, c'est-à-dire le plus grand des petits au sein du Conseil de coopération du Golfe. Donc, le Qatar n'arrivait pas à trouver sa place. Et d'autre part, le Qatar était considéré comme une, une création un petit peu artificielle par ses voisins, comme je l'ai expliqué. Donc, le Qatar a essayé de trouver sa place sur la carte en s'opposant à ses voisins d'une manière un petit peu systématique, qui a profondément dérangé les dirigeants. Alors, surtout aux Émirats pour des raisons tout à fait personnelles, parce que vous savez que donc aux Émirats, c'est un peu comme bis repetita à l'échelle de la péninsule arabique. Il y a un gros et puis des petits. Hein. Le gros, c'est l'émirat d'Abu Dhabi, et puis six plus petits émirats, dont un moyen qui est Dubaï. Les Dubaïotes ont des liens dynastiques avec les Qatariens. C'est bien que à Abu Dhabi, ça ne plaît pas forcément. Les Abu Dhabiens, eux, sont plutôt liés au Bahreïn du point de vue dynastique. Donc, les Qatariens essayaient un peu de jouer cette partition, ce qui a beaucoup déplu à Abu Dhabi. En Arabie Saoudite, il n'y avait pas ce problème-là. L'Arabie Saoudite, à partir du moment où elle a estimé que le père de l'émir actuel avait été mis sur la touche par son fils, et elle a décidé de rétablir des relations confiantes, ce qui n'est pas donc le cas jusqu'à présent pour Abu Dhabi ni pour Bahreïn, qui sont encore très très hésitants à renouer totalement avec le Qatar, mais ils ont bien compris que c'était dans l'intérêt collectif de tous, que le Qatar maintenant est un pays qui s'est affirmé. En fait, bien sûr, le tournant, c'est la Coupe du Monde de foot qui a été une réussite non seulement pour le pays, mais aussi pour la région. La crise qui était un petit peu donc une crise de
d'arriver à l'âge adulte pour le Qatar et maintenant dépassé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des concurrences, mais enfin, c'est comme au sein de l'Union européenne, il y a des concurrences entre les différents membres. Ça n'empêche pas d'avoir des intérêts communs qui permettent de les dépasser. Les États du Golfe sont encore très dépendants du pétrole, mais ont bien compris que les pays consommateurs faisaient tout pour se tirer de cette dépendance, d'une part, et ont compris aussi qu'ils ne dominaient plus le marché pétrolier autant que lorsque les États-Unis étaient importateurs. Depuis le pétrole de schiste américain, le marché pétrolier mondial a beaucoup évolué. Si bien qu'ils ont décidé de passer donc du tout pétrole à des alternatives. Alors sur le plan énergétique, c'est de prendre en main leurs autres sources d'énergie, que sont l'énergie solaire et l'hydrogène, et du point de vue économique, de diversifier. C'est déjà le cas à Dubaï, qui a réussi sa diversification avec un PIB qui est très minoritairement lié aux ressources d'énergie. Donc maintenant, c'est surtout le tourisme et le commerce international. Et puis, dans les autres pays, la diversification va vers le tourisme aussi. En Arabie Saoudite, donc, on a une translation géopolitique de l'or noir du Golfe vers la mer Rouge, qui a des potentialités touristiques extraordinaires, hein. Elles sont déjà exploitées en Égypte, et donc on voit bien à quel point l'Arabie Saoudite a loupé le coche jusqu'à présent. Ils essayent de se rattraper. Et puis aussi, donc, vers une diversification industrielle, puisque l'objectif, c'est d'utiliser le pétrole dans la transformation et non plus la production d'énergie. C'est-à-dire donc les matières plastiques, les engrais, etc. Donc, tout cela, ça implique une ouverture. C'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite a complètement modifié tout son mode de fonctionnement, hein, ouverture au secteur privé, alors que jusqu'à présent c'était en gros du capitalisme d'État, et puis ouverture aux investissements étrangers, puisqu'ils ont besoin de technologies qu'ils ne maîtrisent pas. Et puis, outre l'ouverture, cela implique une recomposition sociale, hein, puisque jusqu'à présent, la rente pétrolière, là comme ailleurs, permettait d'assurer la paix sociale. À partir du moment où la rente pétrolière par tête baisse, on est obligé d'introduire la taxation, et c'est ce qui s'est produit. Maintenant, on a la TVA un peu partout, et il est probable qu'un impôt sur le revenu sera introduit dans les années à venir, si bien que lorsque les citoyens se font taxer, eh bien, ils demandent des comptes à ceux qui les taxent. Donc, il y aura bien sûr une recomposition sociopolitique avec cette transformation, mais bien sûr, il faut du temps, hein. C'est pas un mouvement qui se fait du jour au lendemain, et les habitudes rentières sont difficiles à extirper, d'autant plus qu'en Arabie Saoudite, elles étaient sanctifiées par le wahhabisme. En gros, le wahhabisme, c'était un luxe de pays entier. À partir du moment où la rente pétrolière baisse, le wahhabisme est perdant. C'est une affaire terrible, un drame horrible qui a montré à peu près donc à Mohamed Ben Salman qui s'est et qui a
admis qu'il était responsable du drame, même s'il n'a pas admis de l'avoir ordonné. Donc, il fallait des limites à son pouvoir, parce que s'il n'en mettait pas, ça pouvait dérailler à n'importe quel moment. Et donc, la leçon a été reçue. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'autre, enfin, heureusement, en touchant du bois, il n'y a pas d'autre affaire de ce genre. Il n'empêche que l'Arabie Saoudite reste un pays autoritaire avec une opposition muselée, mais les, euh, les habitudes donc de pouvoir en Arabie Saoudite ne sont pas sanglantes, aussi sanglantes que par exemple l'Iran voisin ou bien d'autres pays. Tout est une question de mesure. Si on a entendu autant parler de ce meurtre, bien sûr, c'est à cause de son caractère horrible, mais et surtout parce qu'il s'est produit durant la présidence Trump. Alors, l'affaire Khashoggi, c'est avant tout une affaire interaméricaine. C'est-à-dire que les partisans de Khashoggi étaient des démocrates, hein, c'était surtout donc son journal, puisqu'il écrivait dans le Washington Post, et puis donc la presse démocrate, qui a utilisé donc l'alliance entre Trump et Mohammed Ben Salman pour impliquer donc les républicains en général et Trump en particulier dans une affaire sordide. Donc, il s'agissait aussi d'un règlement de compte interaméricain. Il ne faut pas généraliser. Disons que Turquie-Israël, le rapprochement est ancien. Bon, il y a eu des aléas, mais donc les Turcs et les Israéliens sont arrivés depuis longtemps à en gros un modus operandi donc qui permet à chacun de préserver ses intérêts. Avec les Émirats, là, c'est beaucoup plus poussé et il y a vraiment une alliance qui s'est développée entre Israël et les Émirats, qui est liée à des considérations d'ordre sécuritaire. Sécurité intérieure, d'abord, puisque les Israéliens sont des exportateurs de toutes sortes de technologies de sécurité intérieure, et sécurité contre l'Iran, puisque bien sûr les Émirats sont en première ligne face à l'Iran et qu'Israël est maintenant le pays le plus opposé à l'Iran, alors que les Américains sont beaucoup plus hésitants. Par contre, donc, les Saoudiens qui partagent l'hostilité, bien sûr, des Émirats et d'Israël contre l'Iran, eux ne sont pas aussi exposés tout de même. Et surtout, les Saoudiens, et surtout le roi d'Arabie Saoudite actuelle, a une sensibilité exacerbée contre les agissements des Israéliens vis-à-vis des Palestiniens, si bien que la dynastie saoudienne jusqu'à présent a refusé toute normalisation avec Israël, tant que la politique vis-à-vis des Palestiniens n'aura pas évolué, et surtout que le caractère donc, saint de la ville de Jérusalem ne sera pas reconnu, puisque les trois villes saintes de l'islam, comme vous le savez, sont la Mecque, Médine et Jérusalem. Le souverain saoudien, en tant que gardien des deux lieux saints, des deux premiers, ne peut pas se désintéresser du troisième. Et donc, les Israéliens, jusqu'à présent, tapent à la porte saoudienne sans grand succès.